Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 10e anniversaire de SOS Village d'enfants à Djibouti. Une décennie d'engagement pour le bien-être des enfants en détresse. Et au Liban, le bilan des victimes du raid israélien près de l'hôpital Hariri s'alourdit. Les répercussions de cette attaque révèlent une tragédie humaine qui touche la population. C'était les titres. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu une délégation du Fonds souverain gabonais, comprenant plusieurs hauts responsables du climat et de l'environnement. Djibouti, particulièrement vulnérable au changement climatique, a lancé une initiative souveraine carbone intégrée à sa stratégie nationale pour réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, en ligne avec l'accord de Paris. Cette initiative favorise la séquestration du carbone, les énergies renouvelables et la biodiversité tout en promouvant un marché de crédit carbone. L'objectif est de positionner Djibouti comme un leader régional en économie verte, attirant ainsi investissements et projets durables. Toujours à la primature, le Premier ministre a reçu cette fois-ci M. Agbessi Komla, nouveau représentant du Programme alimentaire mondial, le PAM, à Djibouti, et ce, pour discuter des stratégies de collaboration avec les institutions locales. Plusieurs axes clés de coopération ont été abordés au cours de cette rencontre. Le renforcement de la collaboration avec l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS. Le soutien aux populations réfugiées et sinistrées a été au centre des échanges en réponse aux flux migratoires croissants dans la région. Partenariat avec le ministère de la Santé, la discussion a porté sur l'amélioration de l'assistance nutritionnelle aux femmes enceintes et aux enfants, soulignant l'importance de garantir une alimentation adéquate pour ces groupes vulnérables. Soutien au secteur éducatif, le PAM travaille étroitement avec le ministère de l'économie, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour renforcer les programmes d'assistance alimentaire qui visent à soutenir les élèves et favoriser leur réussite scolaire. Et cet entretien s'est déroulé donc en présence de la directrice en communication à la primature, Madame Choukri Ali Boulali. Elle a eu également une forte délégation menée par le ministre de l'économie, Ilyas Moussa Dawale, a récemment rencontré Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. Accompagné de plusieurs ministres djiboutiens, la délégation a discuté du renforcement du partenariat stratégique avec la Banque mondiale, en mettant l'accent sur la croissance inclusive, le développement du capital humain et la résilience des communautés vulnérables. La Banque mondiale a réitéré son soutien pour renforcer les finances publiques, les infrastructures et l'inclusion sociale, consolidant ainsi cette collaboration pour un développement durable et prospère de Djibouti. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir Djibouti dans ses efforts pour améliorer la gestion des finances publiques, le développement des entreprises et l'inclusion sociale. Cette rencontre marque une étape significative dans la collaboration entre Djibouti et la Banque mondiale avec l'espoir d'un avenir économique prospère et inclusif pour la nation. Nous restons toujours à Washington. Par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a participé à une réunion du groupe de travail africain sur l'architecture financière mondiale en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. La rencontre, dirigée par des figures influentes comme Abebe Selassie du FMI et Albert Mouchanga de l'Union africaine, a porté sur la réforme de l'architecture financière mondiale. Le groupe a souligné l'importance d'une relance économique inclusive pour l'Afrique et soutient la candidature de l'Union africaine à un siège permanent au G20. Notre pays s'engage activement dans ces discussions pour promouvoir les intérêts du continent. Cette réunion a non seulement permis d'aborder des questions fondamentales concernant la gouvernance financière, mais elle a également renforcé le consensus autour de la nécessité d'une solidarité internationale pour faire face aux défis économiques persistants.
À travers ces efforts, le groupe de travail africain de haut niveau aspire à établir un cadre plus équitable et inclusif pour le développement économique en Afrique, tout en jetant les bases d'une coopération renforcée entre les nations africaines et les institutions financières mondiales. À l'Assemblée nationale, lors d'une séance de la Commission des finances présidée par Sharmak Moussa Areh, les parlementaires ont examiné 2 projets de loi de finances d'importance majeure. Le premier concernait les comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour 2023 et le second, ceux de l'électricité de Djibouti pour 2022. La séance a été marquée par des discussions approfondies en présence des ministres de la Défense et de l'Énergie, ainsi que du directeur général administratif intérimaire. Après des échanges rigoureux, la Commission a donné un avis favorable, transmettant les projets pour adoption à l'Assemblée nationale, soulignant l'importance d'une gestion financière transparente et responsable. L'adoption de ces comptes sera un jalon décisif dans la quête d'une gouvernance éclairée et d'un développement durable au service de l'ensemble des Djiboutiens. Et donc, dans un monde en constante mutation, ces délibérations rappellent l'importance d'une gestion transparente et responsable des ressources, gage d'un avenir prospère pour la nation. Et après des échanges, la Commission a donné un avis favorable, transmettant les projets pour adoption à l'Assemblée nationale. Sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CERD a organisé aujourd'hui une conférence consacrée au rôle des huiles essentielles dans la lutte contre le cancer. Cet événement, réalisé en partenariat avec le Centre international de génie génétique et de biotechnologie dans le cadre du projet BiotechNet, a rassemblé des experts pour explorer le potentiel thérapeutique des huiles essentielles. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités locales en matière de recherche médicale tout en proposant des solutions innovantes face aux défis de santé publique. Cette initiative témoigne de l'engagement de Djibouti à se positionner comme un acteur clé de la recherche médicale en Afrique. Les échanges se poursuivront le 24 octobre avec des sessions interactives. Ces 2 jours de discussion représentent non seulement une avancée significative pour la recherche locale, mais renforcent également les perspectives de collaboration internationale dans le domaine de la santé. Lors de son intervention, le directeur général du CERD a mis en lumière le potentiel remarquable des huiles essentielles dans la lutte contre le cancer, soulignant leur rôle essentiel dans le développement des solutions thérapeutiques innovantes. Voici un extrait de son discours. Et si aujourd'hui nous tenons cet atelier au Centre d'études et de recherche de Djibouti, c'est justement pour faire participer tous nos institutions partenaires ici à Djibouti, les médecins, les corps de thérapeutiques, les étudiants des différentes institutions, l'Université de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé, les différents instituts du CERD. C'est justement pour amener cet échange qu'il peut y avoir au niveau de la recherche scientifique, de voir de quelle manière on peut utiliser déjà les connaissances disponibles de par le monde, où il y a beaucoup d'évolutions, comme l'ont rappelé les amis médecins, mais aussi il faut asseoir une approche de la recherche scientifique adaptée et appropriée à notre environnement ici à Djibouti, voire dans la région. Et je pense que cette démarche-là est la plus intéressante parce qu'elle va permettre d'amener les chercheurs et les praticiens, les médecins, à travailler ensemble, main en main, afin de pouvoir justement essayer de trouver des solutions pour ces différentes maladies graves auxquelles nos populations sont confrontées. Donc je ne vais pas m'étaler davantage là-dessus. C'est une des étapes dans notre démarche que nous avons. Il y en aura d'autres. Et donc, je vous souhaite un bon travail toute cette journée-là. Merci.
Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné dans son discours l'importance cruciale des huiles essentielles comme alternative thérapeutique dans la lutte contre le cancer, affirmant ainsi l'engagement de Djibouti à promouvoir l'innovation en matière de santé. On l'écoute. De cette semaine, qui est la sensibilisation sur le cancer, plus particulièrement touchant les femmes. Et je pense que cet atelier, ces 2 journées de réflexion que vous organisez rentrent dans cette thématique et trouvez peut-être certainement à la réflexion à des alternatives, à des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre ces maladies, mais qui sont souvent des traitements traumatisants. Je voudrais féliciter les organisateurs et puis remercier aussi le Centre international de génétique et de biologie qui travaille avec nous en étroite collaboration et qui permet à Djibouti aujourd'hui de tenir des conférences très très importantes sur la thématique qui sont suivies ici en présentiel grâce à vous, mais également en distanciel où les gens peuvent également participer et poser des questions. Alors la thématique d'aujourd'hui, je me suis un peu informé. Elle est très intéressante parce que, comme vous savez, aujourd'hui, il y a un regain de plus en plus important vers comment utiliser les plantes, comment utiliser des éléments moins chimiques et moins traumatisants pour lutter contre le cancer. Chacun d'entre vous sait qu'aujourd'hui, il y a la chimiothérapie qui pose un certain nombre de problèmes. Elle soigne peut-être, mais elle détruit également un certain nombre de cellules. Et souvent, comme disait tout à l'heure Dr Roman et Dr Daher, si on ne se prend pas très tôt, ces traitements risquent encore d'être plus destructeurs que réparateurs. Donc, l'implication ou l'utilisation des huiles essentielles aujourd'hui est très complexe. Il y a des personnes qui y croient, d'autres moins. En tout cas, ce qui est sûr, et les premiers éléments indiquent aujourd'hui qu'elle permet, en tout cas, ou elle provoquerait la programmation ou la mort de certaines cellules cancéreuses, et certaines plantes, les huiles essentielles issues de certaines plantes ont démontré déjà cette efficacité. Ce matin, l'ONG SOS Village d'enfants Djibouti a célébré son 10e anniversaire lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Aïla sous le thème « Aucun enfant ne devrait grandir seul ». Cet événement marquant a réuni des partenaires et des compatriotes pour commémorer une décennie d'engagement auprès des enfants et des jeunes ayant perdu ou risquant de perdre la prise en charge parentale pour diverses raisons. Au cours de la cérémonie, une projection vidéo a illustré les actions menées par l'ONG à travers des témoignages poignants. Parmi les intervenants figuraient Mme Ouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que des responsables de SOS Village d'enfants. La vidéo a également mis en avant des bénéficiaires des programmes de l'ONG, en particulier ceux des initiatives génératrices de revenus, conçus pour soutenir les familles en situation de précarité. L'événement a rassemblé de nombreux participants, dont des membres du gouvernement, le directeur régional de SOS Village, des cadres de l'ONG, à leur tête Omar Adilata Mohamed, directeur général de l'ONG, ainsi que des représentants de la communauté diplomatique, des partenaires et des membres de la société civile. Depuis sa création en 2014, SOS Village d'enfants Djibouti apporte son soutien à plus de 1200 enfants et jeunes vivant dans des conditions défavorables. Dans son discours, le directeur régional de SOS Village d'enfants a rappelé que la mission de l'ONG est avant tout humanitaire, visant à venir en aide aux enfants issus des familles les plus vulnérables. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement pour la collaboration exemplaire qu'on a pu établir durant toutes ces années. Notre partenariat avec le ministère technique de la Femme et de la Famille a permis de poser des bases solides pour renforcer la politique nationale de la protection de l'enfance. Sans cet appui, beaucoup de nos actions n'auraient pas été possibles. Je voudrais également saluer l'engagement indéfectible de nos personnels qui a travaillé avec dévouement et passion durant toutes ces années. Vous avez su, malgré les défis et
différents obstacles, rester au service des enfants et des familles. Je remercie tout particulièrement ici nos mères présentes aujourd'hui parmi nous pour célébrer notre 10e anniversaire, nos mères qu'on appelle dans l'organisation des mères professionnelles. Ce sont des mères qui ont professionnalisé le métier que nous faisons. Je vous invite à les applaudir. Ces mères ont un contrat spécial qu'on appelle le contrat de 24 heures. Elles ne sont pas inscrites à Djibouti dans le ministère du Travail, mais nous comptons faire le lobby pour. Ces mamans n'ont pas d'heure de travail, elles ont un contrat indéterminé. À chaque fois qu'un enfant a un souci, elles sont réveillées et présentes. Et cela pendant plus de 10 ans. Et je leur dis merci au nom de tout le gouvernement. Avant d'aller plus loin, j'aurais aimé vous inviter à penser à une prière pour une mère que nous avons perdue il y a 2 mois, qui a travaillé avec l'organisation pendant à peu près 5 ans, Feu Mariam Kamil. Allah yarhamah. Le gouvernement et l'ONG a pris en compte et la mission de 10 ans aujourd'hui est une page qui tourne, mais qui laisse place à une autre page qui est la stratégie des 5 ans à venir. Nous comptons atteindre 20 000 enfants et plus de 1000 familles dans le projet dans les 5 ans à venir. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adana, quant à elle, exprimé ses sincères félicitations aux membres et cadres de SOS Village pour leurs efforts inlassables en faveur des enfants et des jeunes à travers Djibouti. On l'écoute. À travers ses actions, l'ONG SOS Village a su incarner des valeurs de solidarité, de compassion et d'engagement en prenant en charge les enfants. Leur action et leur dévouement rentrent dans un dynamisme national de protection des enfants et complètent une force de protection des enfants entamée depuis l'existence de Djibouti à travers la création des centres de protection, le centre de la Poupinière d'Ariel, qui sont créés et parrainés par son Excellence Madame la Première Dame Khadra Mahmoud Haït, présidente de l'UNFD. Le gouvernement, qui a mis en place la politique de protection de l'enfant, s'aligne avec les conventions internationales des Nations Unies tout en répondant aux réalités locales. SOS Village a compris également l'importance de renforcer les familles en leur offrant des outils pour mieux faire face aux défis économiques et sociaux, tout en œuvrant des perspectives d'employabilité et d'entrepreneuriat pour les jeunes. La mission de protection des enfants n'est pas une tâche que l'on peut accomplir seul. Elle exige un engagement collectif, un élan de solidarité qui transcende les barrières et les différences. C'est pourquoi l'événement de ce jour revêt une importance particulière. C'est un symbole de l'union de nos forces pour soutenir une cause commune, celle de nos enfants et de nos familles. La solidarité dont fait preuve notre communauté à travers cet événement témoigne de la générosité de nos concitoyens et je suis convaincue que grâce à cet élan, nous pourrons continuer à apporter du réconfort et un avenir meilleur à ceux qui en ont besoin. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères au bureau international et le directeur régional de SOS Village qui ont pris le temps de venir et participer avec nous pour ces 10 ans. Je tiens également à souligner que les actions de SOS Village, des actions humanitaires menées par cette ONG, complètent admirablement l'agenda stratégique du gouvernement. À la une également, l'association EVA et SOS Sahel a organisé aujourd'hui un débat public essentiel au centre clé axé sur les politiques publiques sectorielles liées au changement climatique et à l'eau, assainissement. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne via le programme PASOK, visant à donner une voix à la société civile djiboutienne. L'objectif principal de cette rencontre était de permettre à la société civile de partager ses perceptions sur les politiques publiques en vigueur et d'exprimer ses préoccupations. Les participants ont eu l'occasion de débattre des enjeux liés à la gestion des ressources en eau, à l'assainissement ainsi qu'aux impacts du changement climatique sur les communautés locales. Intitulé « Appui à l'engagement de la société civile dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles », ce projet vise à renforcer la participation des organisations locales dans les processus décisionnels, leur permettant ainsi de jouer un rôle clé dans la formulation des politiques publiques.
de la société civile qui agissent dans ces secteurs étaient nombreuses à participer. C'était vraiment un vrai départ, des éclaircissements sur leur rôle et l'impact que peuvent jouer les organisations de la société civile sur ces thématiques bien précises et comment remplir le rôle de la société civile et surtout sur les politiques sectorielles dans ces thématiques, de l'élaboration à l'exécution en passant par les suivis et évaluations. Le débat a fait ressortir, c'est un débat enrichissant, il a fait ressortir certes les points à améliorer et les objectifs communs à atteindre. Et le directeur général de l'environnement a souligné pour sa part dans son intervention l'importance cruciale des politiques publiques en matière d'environnement et d'eau face aux enjeux actuels du changement climatique. Nous l'écoutons. On connaît que le changement climatique, l'eau et l'assainissement, ce sont des thèmes qui sont interliés et qui dépendent de l'un et de l'autre. Et je crois qu'une bonne gestion de ces thématiques, tant au niveau des institutions étatiques que du secteur privé et surtout de la société civile est très important. Nous pensons que la place des associations est très importante dans la prise de conscience de la préservation et de la protection de l'environnement en général et de la lutte contre le changement climatique. Ces derniers temps, on voit qu'il y a de plus en plus d'associations qui sont versées dans ce domaine. Ça peut que nous réjouir, nous, en tant que représentants du ministère de l'Environnement et surtout responsables du ministère de l'Environnement, parce que l'environnement est l'affaire de tous. On ne peut pas laisser uniquement un département à œuvrer dans ce sens-là. Certes, nous avons le mandat, certes, nous avons la responsabilité, mais nous avons besoin de la participation de tout le monde sur tout l'étendue du territoire. Ce matin, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a présidé la clôture du 3e séminaire dédié aux officiers et sous-officiers de transmission qui s'est tenu au camp Mondjantin. L'objectif principal de cet événement était d'améliorer la qualité de la cellule de transmission de l'armée djiboutienne. À son arrivée, le général a été accueilli par le colonel Mohamed Ouaès Habaneh, major de garnison, et le lieutenant-colonel Ziad Abdillahi Hussein, commandant du BAT Trans. Et le SMG a ensuite effectué une revue des troupes composée d'éléments du piquet d'honneur. Était également présent le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense, ainsi que les chefs de corps de garnison de Djibouti, les directeurs et les chefs de service. Le séminaire visait à renforcer la cohésion au sein des unités de transmission, à promouvoir un langage commun et à assurer la sécurité ainsi que la protection des informations, des équipements et des installations de transmission. Le général a assisté par la suite à une présentation du commandant du Batrans qui a expliqué les objectifs de ce séminaire. Ce dernier a servi de forum, de discussion et de concertation entre l'ensemble des acteurs de la communication au sein des forces armées djiboutiennes. À l'issue de 3 jours de travaux, des solutions seront apportées et compilées dans un memento. Une présentation d'un poste de commandement, de transmission, incluant ainsi différents types de radios, a également été réalisée.
L'initiative d'organiser ce séminaire est venue du commandement de la transmission dans le but de faciliter le travail des chefs de corps et des officiers de transmission tout en identifiant les problèmes rencontrés au sein des cellules de transmission de l'armée djiboutienne. Écoutons justement le commandant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon général, monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil. Nous sommes réunis aujourd'hui au camp Montgentin pour la célébration de la cérémonie de clôture du séminaire de transmission pour les officiers, sous-officiers de transmission des corps et formations de la garnison de Djibouti et des corps de l'extérieur. Mon général, votre présence témoigne votre engagement envers notre institution et votre volonté à contribuer à l'excellence de notre armée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom de l'ensemble du personnel de transmission, au chef d'état-major général des armées pour son soutien indéfectible à l'arme de transmission. Le bataillon de transmission créé par décret présidentiel en février 2023, conformément à la doctrine du CMGA 2022, s'est développé considérablement et englobe aujourd'hui plusieurs corps de métiers dans les domaines de la télécommunication. Sur directive du CMGA, le commandement du bataillon trans a créé une cellule cybersécurité pour contrecarrer toute attaque informatique afin de protéger nos données sensibles et sensibiliser nos personnels. Mon général, avec votre soutien, l'armée djiboutienne a bénéficié d'un relais tactique pour renforcer la capacité de communication de nos éléments engagés sur l'ensemble de notre territoire. Mon général, l'objectif de ce séminaire, de ce troisième séminaire, destiné aux officiers, sous-officiers, œuvrant dans les différents corps et des formations de la région de Djibouti et celle de l'extérieur, était le renforcement de la cohésion du personnel SIC, identifier les problèmes de communication au sein de l'armée djiboutienne, améliorer les capacités opérationnelles de transmission, avoir une gain de compétences tactiques et techniques, un savoir-faire, créer un lien de confiance entre les comptants et les officiers responsables de transmission des corps. Et enfin, établir une méthode de travail uniforme chez l'ensemble des responsables de la communication. Et Kintilo Minimo Al-Wahda Unité. Et la cérémonie s'est conclue par la remise de cadeaux et d'un cahier de mémentos. Ce dernier résume les connaissances et l'expertise relatives à l'arme de transmission, symbolisant l'engagement à transmettre le savoir et à valoriser l'histoire de cette spécialité. Eh bien, on le rappelle, ce séminaire avait donc pour objectif de renforcer la cohésion au sein des unités de transmission et à promouvoir un langage commun et assurer la sécurité ainsi que la protection des informations. La troisième mission de suivi, évaluation des projets subventionnés s'est tenue avec succès dans la ville de Tadjoura, au conseil régional de la ville. Cet événement marque une étape significative dans la mise en œuvre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, exécuté par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne. Eh bien, cette mission avait pour objectif d'évaluer les avancées des projets locaux tout en renforçant les capacités des associations bénéficiaires, notamment l'association Paris et GFSB, qui ont reçu des équipements essentiels pour poursuivre leurs actions sur le terrain. La cérémonie de remise de ces équipements a rassemblé plusieurs acteurs clés du développement local, dont M. Omar Hussein, président du conseil régional de Tadjoura, Mme Fatouma Youssef Abdallah, représentante du ministère de la décentralisation, et M. Ali Aden Joufa. Voici à présent un extrait de l'intervention de Mme Fatouma Youssef Abdallah, représentante du ministère de la décentralisation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que représentante du ministère de la décentralisation.
pour participer à cette mission de suivi et évaluation des projets de subvention et des remises d'équipements à l'association GFCB et Paris. Les associations jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la vie quotidienne de nos citoyens. Grâce à ce développement, nous pouvons voir des changements positifs et durables dans notre région. Aujourd'hui, nous sommes ici pour évaluer les résultats de vos projets, voir l'impact de vos projets sur le développement local de votre région. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre passion. Vous êtes le moteur de l'innovation et de la solidarité. Avec ces nouveaux équipements, j'espère que vous serez en mesure de renforcer vos capacités, d'atteindre de nouveaux objectifs et d'inspirer encore plus de personnes autour de vous. Je tiens à souligner l'importance de la collaboration entre le ministère de la décentralisation et les associations pour créer un environnement propice et l'épanouissement de la région. Votre retour d'expérience est essentiel pour nous aider à améliorer nos programmes et à mieux répondre à vos besoins. Je vous encourage à partager vos défis, vos succès et vos idées. C'est en travaillant main dans la main que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour Tadjoura. En conclusion, je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien indéfectible, l'AMF pour son expertise et l'NCLD pour son engagement sur le terrain. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos collectivités et d'améliorer la vie de nos citoyens. Merci. Et voici à présent un extrait de l'intervention de M. Ali Adam Loufa, secrétaire permanent de la NCLD. Ce moment marque une étape importante. L'évaluation à mi-parcours des projets de développement local subventionnés et mis en œuvre par des associations locales, notamment Paris et GFSB, pour ce qui concerne la région de Tadjoura. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local, financé par l'Union européenne et porté par l'AMF en collaboration avec la NCLD. Il s'agit aujourd'hui de mesurer à mi-parcours les effets des projets et procéder à la remise officielle d'équipements à ces deux associations. Ceci illustre notre engagement collectif en faveur du développement local durable et inclusif. L'évaluation permet de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les défis, d'apporter des ajustements pour garantir l'impact à long terme. Les associations locales bénéficiaires, par leur engagement et proximité avec les communautés, jouent un rôle clé dans ce processus et il est de notre responsabilité commune de les soutenir efficacement. Aujourd'hui, nous remettons des équipements adaptés aux besoins exprimés par chaque organisation. Ces outils ne sont pas de simples ressources matérielles, mais des leviers essentiels pour renforcer les capacités des ESC et accroître l'impact de leur action. Cette mission reflète aussi notre volonté d'établir un partenariat solide et durable entre les autorités locales et la société civile. En travaillant ensemble, nous sommes mieux préparés à relever les défis locaux et à répondre aux besoins des populations. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez au quotidien, c'est pourquoi notre accompagnement ne se limite pas aux subventions et aux équipements, mais inclut également un appui technique et institutionnel pour assurer le succès de vos projets. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'ANC, en collaboration avec les ministères de l'Éducation et de la Femme, a lancé une campagne de sensibilisation sur la protection des enfants contre les dangers d'Internet. Cette séance de sensibilisation et d'information a été organisée dans les centres de développement communautaire de la capitale et dans les établissements scolaires des communes de Bel'Aus, Belbela et Dorazika. L'objectif de cette campagne est d'informer les parents, les enfants et les jeunes sur les risques associés aux dangers d'Internet. Il s'agit également de sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques et à l'utilisation responsable des outils numériques tels qu'Internet et les réseaux sociaux en leur fournissant les ressources nécessaires pour adopter des réflexes appropriés. Les équipes en charge de la sensibilisation ont donc sensibilisé les collégiens, les lycéens et les parents aux dangers du monde numérique, notamment ceux liés à Internet et aux usages abusifs des réseaux sociaux. Les aspects techniques, sociaux et religieux de la thématique ont été abordés successivement, ce qui a permis d'éveiller la conscience des parents sur certains dangers présents sur Internet.
Je vous le disais en titre, le raid israélien près de l'hôpital Hariri à Beyrouth a causé la mort de 13 personnes, dont un enfant, et a blessé 57 autres, alors que le conflit entre Israël et les factions libanaises, notamment le Hezbollah, s'intensifie avec un bilan total de 2483 morts et 1,34 million de déplacés au Liban depuis octobre 2023. Samad El-Saïd nous en dit plus. Le Centre des opérations d'urgence de la santé publique affilié au ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué que le raid de l'ennemi israélien dans la zone de Jalhna, près de l'hôpital Hariri, a entraîné selon un nouveau bilan la mort de 13 personnes, dont un enfant, tandis que le nombre de blessés s'élevait à 57 personnes. Il s'est expliqué que parmi les victimes figuraient 17 blessés, dont des blessures ont nécessité une hospitalisation d'état de 7 d'entre eux étaient jugés critiques. Le raid a également causé d'importants dégâts à l'hôpital Hariri, selon le communiqué. Lundi soir, des aviations de guerre israéliennes ont lancé un raid sur les environs de l'hôpital sans avertissement préalable, faisant 4 morts, dont un enfant, et 24 blessés. Après un an d'affrontement avec la résistance du Hezbollah qui ont commencé après qu'Israël a lancé sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza, Tel Aviv a attendu la portée du génocide à la plupart des régions du Liban, y compris la capitale Beyrouth, depuis le 23 septembre, menant des frappes aériennes et entamant une invasion au sol dans le sud du pays. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.